Bonjour et bienvenue sur la chaîne Géostratégie, la chaîne qui parle de l'actualité géopolitique. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Australie. Ce pays est au cœur de la bataille géopolitique que se livrent les États-Unis d'Amérique et la Chine. Elle a une importance géostratégique pour les deux grandes puissances qui veulent accroître leurs influences et la tirer de leur côté de l'échiquier. Elle fait partie des pays que l'on pourrait appeler pays pivots dans la nouvelle guerre froide qui se dessine entre les deux grandes puissances. La domination mondiale américaine est mise à mal par la montée en puissance fulgurante de la Chine. Les Américains doivent réagir vite, sinon il sera trop tard pour eux. Un certain nombre d'analystes estiment que la domination mondiale américaine au niveau militaire sur la Chine ne se compte plus qu'en années. La Chine produit l'équivalent de la marine française tous les 3 ans, ce qui est exceptionnel, parce que la marine française est classée 5e. Dans 10 ans, la Chine aura une puissance militaire équivalente ou proche de celle des Américains. Et cela deviendra très compliqué, voire impossible de contenir la Chine. Donc le temps presse pour les Américains. Et ils l'ont compris. Ils ont commencé ce que l'on appelle Pivot to Asia. Et ce, même si cela se fait au détriment d'autres régions du globe. On l'a vu en Afghanistan avec leur retrait catastrophique. Pour mettre en perspective, l'Afghanistan, c'était 20 ans d'engagement militaire, des milliers de milliards de dollars et une position stratégique en or. Mais face à l'urgence de la situation, le gouvernement Biden a décidé le retrait, en urgence et en catastrophe. Ils veulent et doivent se concentrer sur la région Asie-Pacifique, s'ils veulent avoir une chance de contenir la Chine. Mais les Américains ont besoin d'alliés, car seuls, elle aura beaucoup de mal. Et c'est pour cette raison que nous allons passer en revue un certain nombre de pays qui ont une importance géostratégique de premier plan et dont le positionnement sur l'échiquier va déterminer l'avenir du monde. La plupart de ces pays, logiquement, se trouvent en Asie-Pacifique. Le Japon, la Corée du Sud, les Philippines, mais aussi l'Allemagne et la Turquie, et également l'Australie que nous allons voir aujourd'hui. L'Australie, le pays du kangourou, des routes en ligne droite qui se perdent à l'horizon, de l'opéra de Sydney, des feux d'artifice du Nouvel An et du Père Noël à la plage au mois de décembre constitue un continent à lui tout seul. Peuplé de 25 millions d'habitants, il fait rêver énormément de Français qui veulent s'y installer. Le niveau de vie des Australiens est l'un des plus élevés au monde, avec un PIB qui avoisine les 60 000 dollars par habitant, soit 50% de plus que la France, ou environ 2 fois la moyenne de l'Union européenne. Avec un immense territoire de plus de 7 millions de kilomètres carrés, l'Australie fait 12 fois la taille de la France, ou quasiment 2 fois celle de l'Union européenne. Cette immensité territoriale se traduit par une abondance de ressources. Elle dispose des premières réserves d'or, de minerais de fer, de diamants, de nickel, d'uranium et des secondes réserves de cobalt, de charbon, de lithium, de bauxite au monde. Et la liste continue. Elle est littéralement l'Arabie Saoudite des minerais. Et comme cette dernière, les deux grandes puissances veulent la tirer de leur côté. Les relations américano-australiennes sont très anciennes et très ancrées. Et ces relations ont été toujours très fraternelles entre ces deux pays séparés par un océan, mais unis par la langue et la culture anglo-saxonne. Les Australiens, bien qu'un pays isolé sur le plan géographique, ont participé à quasiment toutes les guerres impliquant les Américains depuis la Seconde Guerre mondiale. Elle a participé à la guerre de Corée, du Vietnam, la guerre du Golfe, l'invasion de l'Irak et l'invasion de l'Afghanistan. On peut dire que partout où les États-Unis ont été, elle a été présente. Depuis 2011, l'armée de l'air et la marine américaine a commencé à faire des entraînements sur le sol australien. L'Australie fait également partie des Five Eyes, une alliance du renseignement, de la surveillance et de l'espionnage avec les Américains, qui fait qu'elle partage toutes ces informations avec cette dernière. En 2021, elle est allée encore plus loin dans son partenariat en signant l'AUKUS, pacte de sécurité dans le but de l'aider à se doter de sous-marins nucléaires face à la menace chinoise.
Ce pacte s'est traduit notamment par l'annulation d'un contrat de plusieurs dizaines de milliards de dollars avec la France, et la France a dit que c'était un coup de poignard dans le dos. Du côté de la Chine, les relations sont beaucoup plus récentes, beaucoup plus mouvantes et surtout axées sur l'économie. La Chine n'a pas une grande influence sur l'Australie, en termes de soft power ou en termes militaires, mais sa position de plus en plus proéminente dans l'économie et les exportations australiennes fait qu'elle est de plus en plus écoutée par cette dernière. En effet, au milieu du siècle dernier, les échanges entre ces deux pays étaient négligeables. Mais au tournant du XXIe siècle, les échanges bilatéraux ont littéralement explosé. La croissance chinoise a un besoin insatiable en termes de matières premières. Et on peut dire que les mines australiennes sont devenues son garde-manger. En l'an 2000, les exportations vers la Chine ne représentaient plus que 4%. En l'an 2000, les exportations vers la Chine ne représentaient que 4 milliards de dollars. 20 ans plus tard, elles ont atteint plus de 100 milliards de dollars. Encore plus marquant en termes de pourcentage, la Chine est passée de moins de 6% à plus de 42%, ce qui représente quasiment la moitié des exportations australiennes. Durant le même temps, les exportations vers les USA ont diminué de moitié et ne représentent plus qu'un maigre 4,5%. On comprend aisément l'importance de la Chine dans l'économie australienne, d'autant plus que la balance commerciale est largement positive envers cette dernière. On peut dire que les relations économiques entre ces deux pays sont symbiotiques. Du côté australien, l'industrie est structurellement non compétitive du fait de son isolement géographique. Il était impossible pour l'industrie locale d'être compétitive à l'international à cause des coûts de transport et d'être bon marché à l'intérieur du pays à cause des faibles économies d'échelle, avec un petit marché de 25 millions d'habitants. Cela se traduisait par un coût élevé pour les biens manufacturiers. Elle a donc délaissé son industrie qui était déjà en déclin face à la concurrence japonaise et coréenne pour se concentrer sur les matières premières. Cette relation s'est traduite par une augmentation substantielle du niveau de vie des Australiens. Elle vend des matières premières en grande quantité et importe des biens industriels bon marché. La Chine dispose d'un deuxième atout de taille, sa diaspora. En effet, il y a plus d'1 million de personnes d'origine chinoise en Australie, ce qui compose environ 5,5% de la population totale. On peut citer notamment le grand mathématicien Terence Tao et le réalisateur des films Saw, James Wan. À Sydney, la plus grande ville d'Australie, cette population représente 10% du total. Et on peut ajouter à cela les 200 000 étudiants chinois qui viennent dans les universités australiennes. Ce poids démographique non négligeable est un atout car elle permet de faire infléchir la politique australienne pour une politique qui soit plus de coopération plutôt que de confrontation. Depuis l'arrivée des libéraux au pouvoir en 2015 et encore plus sous le gouvernement de Scott Morrison en 2018, les relations sino-australiennes ont connu un revirement soudain et brutal. Après 2 décennies de rapprochement économique, le gouvernement australien a décidé d'utiliser une rhétorique et une politique clairement anti-Chine, au plus grand bonheur de son grand allié américain. Cela s'est traduit par une accusation très forte envers la Chine en matière d'espionnage, d'infiltration et de trafic d'influence. Des politiciens seraient achetés par la Chine. Des procès ont été ouverts. Des raids ont été réalisés chez des journalistes chinois. La tension est montée d'un niveau. Les accusations de violation des droits de l'homme. Sur le plan militaire, un rapprochement a été amorcé avec les USA, avec notamment le Quad, l'AUKUS, des exercices militaires conjoints, avec pour objectif clairement affiché de contrer l'influence chinoise dans la région. Sur le plan économique, des sociétés chinoises ont été exclues d'appels d'offres. En réaction, la Chine a commencé une contre-offensive en imposant des taxes douanières, voire en interdisant certains
importation de produits miniers australiens. Elle a commencé la recherche d'alternatives aux 4 coins du globe, au Brésil, en Afrique du Sud et ailleurs, inédit dans la relation sino-australienne. Elle fait également savoir d'une voix officielle qu'elle est en colère et que si on voulait de faire de elle un ennemi, elle deviendrait un ennemi. Comme si cela ne suffisait pas, en mars de cette année, suite à l'accord de coopération militaire entre la Chine et les îles Salomon, situées à 2000 km au large de l'Australie, l'Australie a vivement critiqué ce pacte et des voix se sont même élevées pour dire qu'il fallait qu'elle soit prête à intervenir militairement chez son petit voisin du Pacifique en cas de nécessité. Autant vous dire que cela est très mal passé du côté des îles Salomon, où le Premier ministre Sogavare a parlé ouvertement d'une menace d'invasion et qu'elle se sentait insultée. Pour les États-Unis, cette détérioration est d'une pain béni. Tout semble aller pour le mieux pour les Américains. Elle a non seulement un allié qui est à ses côtés, mais en plus de ça, c'est un allié qui prend des initiatives et qui n'hésite pas à être agressif sur la forme comme sur le fond. Mais tout cela allait changer. En mai 2022, avec l'élection fédérale, le gouvernement de Morrison est tombé. Ils ont perdu 19 sièges et le Parti travailliste a obtenu la majorité absolue, Albanese devenant le Premier ministre de l'Australie. Immédiatement, le nouveau gouvernement a choisi une voie beaucoup plus apaisée envers le géant asiatique et a décidé de suivre une voie similaire à celle de la Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire une politique de coopération économique plutôt qu'une confrontation militaire. En juin 2022, soit juste un mois après la prise de pouvoir, le nouveau ministre de la Défense, Richard Marles, rencontre le ministre de la Défense chinoise, Wei Fenghe, à Singapour. Marles a mis en avant son désir de son gouvernement de poursuivre une relation productive entre les deux nations. Il a également essayé d'apaiser les inquiétudes chinoises à propos de l'AUKUS en insistant sur le fait qu'elle avait pour but l'échange technologique et qu'elle n'était pas une alliance contre la Chine. Au niveau économique, petit à petit, les taxes et les interdictions douanières sont progressivement enlevées pour revenir au niveau d'avant-crise. Cette élection anodine au premier égard est d'une importance géostratégique que l'on ne peut pas minimiser. Pour les Américains, c'est une défaite, c'est clair. Le gouvernement albanais donne des signes qu'elle tendra vers une neutralité en cas de conflit direct entre la Chine et les USA, alors que le gouvernement précédent n'hésitait pas à prendre les devants et à avoir une politique volontariste. Les USA ont besoin d'alliés et d'alliés qui peuvent agir en concordance avec elle contre la Chine, car elle n'a plus beaucoup de temps devant elle et cette nouvelle tombe à mal. À l'inverse, pour la Chine, c'est une grande victoire. Ça lui permet de respirer et d'enlever une épine du pied. Ça lui permet de gagner du temps. Elle pourra continuer à importer des matières premières australiennes et aura une menace militaire en moins. Moins les USA ont d'alliés, et mieux c'est pour la Chine. Dans le bras de fer entre les deux géants, l'Australie a choisi le camp d'une relative neutralité, ce qui arrange bien Pékin et ne fait pas les affaires de Washington. Nous verrons dans les prochains épisodes d'autres pays d'importance qui ont également eu ou vont avoir des changements politiques qui pourront affecter l'ordre mondial. Par exemple, le Japon ou l'Indonésie. L'avenir nous dira qui sortira vainqueur de cette nouvelle guerre froide. Pendant ce temps, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à commenter la vidéo si vous le voulez. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous souhaite une excellente journée à tous.